Bonjour à tous, merci d'être présents tous dans cette assemblée pour écouter Emmanuel Rouillet qui va nous présenter son travail sur la gestion de la variabilité et l'automatisation des processus de développement logiciel. Donc devant le jury qui est composé de deux rapporteurs, Pierre-Alain Muller de l'Université Haute-Alsace et Bernard Coulette de l'Université de Toulouse 2. Des examinateurs qui sont Reda Bendraou de l'Université Pierre et Marie Curie et puis David Touzé, architecte, non, plutôt encadrant, pardon. Examinateur, moi-même, et je fais également office de présidence de ce jury, je suis Marie-Pierre Gervais de l'Université Paris-Ouest Nanterre. Et puis les personnes qui ont contribué à la direction et l'encadrement de cette thèse. Jean-Marc Gézéquel, Université Rennes 1, David Touzé, architecte logiciel de chez Sodifrance, et puis Olivier Barret, maître de conférence à Rennes 1, et Benoît Commal, maître de conférence à l'Université de Rennes 1. Donc Emmanuel, vous avez 45 minutes pour nous... Très bien. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter ma thèse qui s'intitule « Gestion de la variabilité et automatisation des processus de développement logiciel ». Il s'agit d'une thèse CIFRE qui a été réalisée en collaboration avec l'entreprise Sodifrance, une société de services en informatique qui est également éditeur de logiciels. Et la particularité de Sodifrance est qu'elle a une forte culture en termes d'industrialisation des processus afin de se démarquer de la concurrence. Et elle s'appuie notamment sur l'ingénierie dirigée par les modèles afin de mettre en œuvre cette industrialisation. Donc, comme le professeur Gervais l'a précisé, la thèse a été dirigée par Jean-Marc Gézéquel et elle a été co-encadrée par Benoît Combemal, Olivier Barret et David Touzé, architecte logiciel chez Sodifrance. Voilà. Cette thèse se situe dans le contexte du génie logiciel, qui vise à fournir des outils et méthodes afin de développer des logiciels. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que le développement de logiciels est un exercice complexe, par exemple à cause de la variabilité des exigences des clients, mais aussi à cause de la complexité des logiciels eux-mêmes. Et afin de faire face à cette complexité, on a donc de multiples outils de développement logiciel qui prennent en compte des préoccupations différentes. On a par exemple des systèmes de contrôle de version, des environnements de développement intégrés, des outils de build, de test ou encore d'intégration continue. Et ces outils sont d'autant plus nombreux qu'on va avoir des outils différents qui prennent en compte des préoccupations similaires. Donc par exemple, on va avoir plusieurs systèmes de contrôle de version, plusieurs environnements de développement, etc. Alors, bien que ces outils apportent évidemment des bénéfices, leur prolifération est aussi la source d'une véritable complexité. C'est extrêmement difficile quand on est sur un projet de développement d'appréhender tous ces outils, d'apprendre à les utiliser, à les configurer correctement. Et c'est justement la problématique à laquelle on s'intéresse aujourd'hui dans cette thèse, à savoir gérer la complexité accidentelle amenée par la prolifération des outils de développement logiciel. Alors, en particulier, ces outils sont à l'origine, l'utilisation de ces outils est à l'origine de tâches qui sont réalisées manuellement et qui sont récurrentes dans le sens où une même tâche va pouvoir se répéter pendant un même projet ou d'un projet à l'autre. Et donc ça déjà, c'est source d'erreurs et c'est coûteux en temps. Et donc des exemples de tâches manuelles qui viennent se répéter pendant un projet, c'est par exemple sur un projet de développement, chaque développeur peut être amené à se procurer un environnement de développement, à l'installer, à le configurer, en par exemple installant tous les plugins dont il a besoin pour un projet donné. Donc voilà, donc ça déjà c'est source d'erreur et coûteux en temps, mais on a une source de difficulté supplémentaire qui est que les tâches sont variables. On a une variabilité au niveau des exigences des projets qui entraîne une variabilité au niveau des processus de développement logiciel, c'est-à-dire au niveau de la manière dont les projets de développement logiciel sont réalisés, qui elle-même entraîne une variabilité au niveau des tâches liées à l'utilisation des outils de développement logiciel. Par exemple,
un POM Maven il va pouvoir être configuré spécifiquement pour un projet donné. Chez Sodifrance, on a également des exemples de dépôts SVN dont l'architecture est spécifique à un projet particulier. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a réalisé une tâche une fois qu'elle sera réalisée exactement de la même manière une deuxième fois. Et ça, c'est une source de difficulté supplémentaire. Alors, automatiser les tâches manuelles récurrentes est un moyen de limiter les erreurs et le temps passé à leur réalisation. Mais comme toutes les automatisations de tâches, comme toutes les tâches manuelles récurrentes ne sont pas forcément automatisables, ou en tout cas pas forcément de manière programmatique, ici on va se concentrer sur les tâches manuelles qui sont automatisables au travers d'API, permettant ainsi à un programme de réaliser un travail à la place d'un humain. Alors, et cette automatisation de tâches manuelles récurrentes, elle n'a qu'un intérêt limité si les mêmes automatisations sont redéveloppées plusieurs fois. D'où l'intérêt de réutiliser ici des automatisations de tâches manuelles récurrentes. Mais par contre, cette réutilisation, elle est difficile. Alors, elle est difficile pourquoi? Première question de recherche, quand réutiliser une automatisation de tâches manuelles récurrentes pendant un projet? De plus, toutes les automatisations de tâches manuelles récurrentes ne vont pas forcément être pertinentes à réutiliser pour tous les projets. Donc la deuxième question de recherche ici, c'est quelles automatisations de tâches manuelles récurrentes réutiliser pour un projet donné. Enfin, troisième point, une automatisation de tâches manuelles récurrentes, elle va avoir plusieurs cas d'utilisation. Par exemple, si on s'intéresse à la mise sous contrôle de version, l'URL du dépôt sur lequel le code source est partagé, il va pouvoir varier d'un projet à l'autre. Et donc là, la troisième question de recherche, c'est comment s'assurer qu'une automatisation de tâches manuelles récurrentes est bien réutilisable à travers ces différents cas d'utilisation. Dans la suite, on va commencer par regarder ce qui existe dans la littérature afin de répondre à ces questions de recherche. Et nous allons identifier les défis scientifiques qui en découlent. Nous aborderons ensuite notre approche en réponse à ces défis scientifiques. Et afin de valider cette approche, je présenterai l'outillage que nous avons développé, qui la supporte, ainsi que des cas d'application. Et enfin, la conclusion et les perspectives. Donc intéressons-nous tout d'abord à ce qui existe dans la littérature afin de répondre aux questions de recherche. Donc je vais tout d'abord m'intéresser à répondre à la première question qui était quand réutiliser une automatisation de tâches manuelles récurrentes pendant un projet. Donc pour ça, on a des approches qui existent et qui s'appuient pour répondre à cette question sur les processus de développement logiciel, où un processus décrit la séquence, spécifie la séquence d'étapes à réaliser pour mener à bien un projet de développement logiciel. Ici, on a un exemple de processus, c'est un processus de développement Java qui a été simplifié et qui est défini avec le langage SPEM de l'OMG. Et donc ce processus, il spécifie qu'un projet de développement Java, il est constitué des phases de spécification, de développement, d'une phase de test. Si à l'issue des tests, il n'y a pas d'erreur dans l'application à fournir, alors celle-ci est mise en production, et sinon, les erreurs sont corrigées. Et donc, ce que font les approches existantes, c'est qu'elles viennent lier des automatisations de tâches manuelles récurrentes aux étapes d'un processus qu'elles automatisent. Et ce lien-là, ça nous permet de savoir quand, pendant un projet, exécuter une automatisation de tâches manuelles récurrentes. Par contre, ces approches ne répondent pas à la deuxième question qui était pour quel projet réutiliser une automatisation de tâches manuelles récurrentes. Donc là, si on a des automatisations de tâches manuelles récurrentes qui sont liées au processus de développement logiciel, alors réutiliser les processus de développement logiciel en fonction des exigences des projets, ça permet de savoir pour quel projet réutiliser les automatisations de tâches manuelles récurrentes.
On va donc s'intéresser ici, dans la suite de cette partie, à la réutilisation des processus de développement logiciel. Et alors, dans le cadre de cette thèse, on fixe cependant certaines exigences qu'une approche supportant la réutilisation de processus de développement logiciel doit satisfaire. Tout d'abord, afin que la réutilisation soit effective, on veut que l'approche permette de définir un ensemble de processus et qu'elle permette de réutiliser automatiquement un processus de cet ensemble en fonction des exigences des projets. La deuxième exigence, c'est qu'on veut que les processus soient définis en intention. Alors, par intention, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut que les éléments qui sont communs à plusieurs processus ne soient définis qu'une seule fois afin d'en faciliter la maintenance. Troisième exigence, on veut que l'approche soit indépendante du formalisme utilisé pour définir les processus. Alors, et par indépendance, donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut que l'approche puisse s'appliquer, même si on utilise des formalismes de définition de processus qui sont différents, parce qu'en fonction des besoins, on va être amené à utiliser des formalismes différents. Et par indépendance, ce qu'on veut dire également, c'est qu'on ne veut pas que pour être mise en œuvre, l'approche, elle nécessite de modifier un formalisme de définition de processus. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir réutiliser également les outils qui s'appuient sur un formalisme particulier. On a donc de nombreuses approches qui apportent un support à la réutilisation des processus. Et ces approches, elles satisfont une ou deux des exigences précédemment définies. Mais par contre, à notre connaissance, il n'y a pas d'approche satisfaisant les trois exigences à la fois. D'autre part, donc, on a des approches qui apportent un support à la réutilisation de processus. On a vu également, au début de cette partie, qu'on avait des approches qui apportaient un support à l'automatisation des processus, donc via le lien qui est fait entre les processus et les automatisations de tâches manuelles récurrentes. Mais par contre, là encore, à notre connaissance, il n'y a pas d'approche qui intègre à la fois réutilisation et automatisation des processus. Et ça, c'est pas quelque chose de trivial. Pourquoi ? Parce qu'on peut être amené à vouloir automatiser l'exécution de processus qui ne sont que partiellement définis. Par exemple, pendant un projet de développement, on peut commencer à rédiger les spécifications fonctionnelles de l'application à développer, alors que tous les outils qui seront utilisés pour le développement n'ont pas encore été sélectionnés. On va donc se retrouver avec des processus qui auront des parties qui sont indéfinies, et ça peut poser problème au moment de leur exécution. Alors, donc là, jusque-là, on s'est intéressé aux deux premières questions de recherche qu'on avait vues dans l'introduction. Donc, quand pendant un projet exécuté, lancer une automatisation de tâches manuelles récurrentes, et pour quel projet réutiliser une automatisation de tâches manuelles récurrentes. Je vais maintenant m'intéresser à la troisième question qui était, souvenez-vous, comment s'assurer qu'une automatisation de tâches manuelles récurrentes est réutilisable à travers ces différents cas d'utilisation. Donc, comme les tâches auxquelles on s'intéresse sont des tâches qui sont réalisées par ordinateur, on a fait le choix dans cette thèse de les automatiser à l'aide de composants logiciels. Alors, il y a des mécanismes, des techniques différentes qui permettent d'implémenter des composants logiciels, comme par exemple le paramétrage ou la modularisation. Mais afin d'être utilisés de façon efficace, ça nécessite au préalable d'avoir identifié quelles étaient les parties d'un composant qui variaient et quelles étaient celles qui ne variaient pas. Et donc pour ça, on a des approches qui existent et qui s'appuient sur une spécification de la variabilité d'une famille de produits logiciels afin d'identifier la variabilité de composants logiciels qui réalisent ces produits logiciels. Et nous, dans cette thèse, ce qui nous intéresse, c'est d'adapter ces approches au cas de l'identification de la variabilité de composants logiciels particuliers, qui sont des automatisations de tâches manuelles récurrentes, qui réalisent non plus des produits logiciels, mais des processus de développement logiciel. Voilà, donc en résumé, ici, on a identifié 3 défis scientifiques. Le premier, c'est une approche permettant de réutiliser automatiquement des processus définis en intention et indépendamment du formalisme utilisé pour les définir.
Donc là en particulier, la difficulté, ça va être de gérer la grande variabilité des processus et d'avoir une approche qui soit générique, tant sur le plan conceptuel que dans sa mise en œuvre. Le deuxième défi, c'est d'avoir une approche qui intègre réutilisation et automatisation des processus. Et là, la difficulté, on l'a vu, ça va être d'automatiser l'exécution de processus qui ne sont que partiellement définis, c'est-à-dire dont la variabilité n'aura été que partiellement résolue. Enfin, le troisième défi, c'est une approche permettant d'identifier la variabilité d'automatisation de tâches manuelles récurrentes. Et là, la difficulté, ça va être que l'origine de cette variabilité, à savoir les exigences des projets, n'est pas répercutée directement dans les automatisations de tâches manuelles récurrentes. Par exemple, on peut avoir comme exigence qu'on veut développer une application qui soit indépendante des systèmes d'exploitation. Donc, dans ce cas-là, certains vont faire le choix de développer cette application en Java. Si par contre, on a comme exigence de développer une application Windows, certains pourront faire le choix de la développer en C#. Et donc là, on a une variabilité au niveau des exigences des projets, qui implique de la variabilité, donc dans ce cas-là, au niveau des outils qui vont être utilisés. Et c'est cette variabilité au niveau des outils utilisés qui implique de la variabilité au niveau des automatisations de tâches manuelles récurrentes. Ici, on peut juste donc pas se contenter d'analyser l'origine de la variabilité. Je vais donc maintenant vous présenter l'approche que nous proposons en réponse à ces défis scientifiques. Et en particulier, ce que nous proposons, c'est de piloter l'automatisation des tâches manuelles récurrentes par les processus de développement logiciel. Donc tout d'abord, une vue générale de l'approche. Celle-ci consiste à définir une ligne de processus. Ou une ligne de processus, qu'est-ce que c'est? C'est une famille de processus. C'est un ensemble de processus qui partagent des caractéristiques communes. Et dans cette ligne de processus, on va venir définir les parties, on va venir définir les similitudes et la variabilité au niveau des processus. Ensuite, dans notre approche, on définit des composants d'automatisation. Ou alors un composant d'automatisation, c'est un composant logiciel qui automatise une tâche manuelle récurrente. Et on va venir lier chaque composant d'automatisation aux unités de travail, c'est-à-dire aux tâches ou aux activités de la ligne de processus qu'il permet d'automatiser. Un processus, il peut être réutilisé en le dérivant de la ligne de processus en fonction des exigences d'un projet. Et ici, la dérivation, ça consiste à affecter une valeur à chaque partie variable de la ligne de processus en fonction d'une résolution de la variabilité, c'est-à-dire en fonction d'un choix de valeur pour chaque partie variable. Et enfin, donc, le processus qu'on a dérivé, celui-ci, il est exécuté, et son exécution, elle peut être automatisée en lançant au fur et à mesure de l'exécution les composants d'automatisation qui sont liés au processus. Avec cette partie-là en rouge de notre approche, on vient apporter une réponse au premier défi scientifique qui était réutiliser automatiquement des processus définis en intention et indépendamment du formalisme utilisé pour les définir. Avec cette deuxième partie de l'approche, on vient apporter une réponse au deuxième défi, qui était avoir une approche permettant d'intégrer réutilisation et automatisation des processus. Et avec la dernière partie, ici, on vient apporter une réponse au troisième défi, qui était avoir une approche permettant d'identifier la variabilité d'automatisation de tâches manuelles récurrentes. Alors, je vais donc maintenant présenter plus en détail la partie réutilisation de processus de notre approche. Donc pour ça, on propose une approche CVL4SP, ça veut dire CVL for Software Processes, et elle consiste à utiliser CVL, le Common Variability Language, afin de gérer la variabilité des processus de développement logiciel. Alors, CVL, c'est un standard de l'OMG en cours de spécification, et il fournit des mécanismes permettant de spécifier la variabilité de produits logiciels,
permettant de répercuter cette variabilité sur des modèles de domaine, c'est-à-dire sur les modèles de ces produits logiciels. Et ces mécanismes y permettent également de résoudre cette variabilité. Et la particularité de CVL, c'est également qu'il va être indépendant des langages utilisés pour définir les modèles de domaine. Alors ici, on a la vue générale de CVL. Alors, on a un modèle de variabilité, et ce modèle de variabilité, il va permettre de spécifier la variabilité au niveau d'une famille de produits logiciels. Dans un modèle de base, on va définir tous les éléments de modèle qui sont nécessaires pour modéliser les différents produits d'une famille. Le modèle de réalisation de la variabilité, lui, il va permettre de spécifier les opérations à appliquer au modèle de base afin d'en dériver le modèle d'un produit logiciel particulier en fonction d'une résolution de la variabilité qui est dans le modèle de variabilité. La variabilité, elle est résolue dans un modèle de résolution. Et un modèle résolu, ici, c'est le modèle d'un produit particulier, d'un produit logiciel particulier, qui aura été dérivé du modèle de base en fonction d'une résolution de la variabilité et des opérations qui sont spécifiées dans le modèle de réalisation de la variabilité. Et alors, en particulier, ce qui fait que CVL va être indépendant du langage utilisé pour définir le modèle de base et donc aussi le modèle résolu, c'est que les seules références qui sont faites aux éléments du modèle de base, elles sont faites dans le modèle de réalisation de la variabilité et ce sont des références qui sont faiblement typées. Donc, à partir de ça, nous, l'approche qu'on propose dans CVL4SP, c'est d'utiliser le modèle de variabilité afin de spécifier la variabilité des exigences des projets. Dans notre cas, le modèle de base, c'est un modèle de processus de base, c'est-à-dire qu'il contient tous les éléments de processus qui sont nécessaires pour définir les différents processus d'une famille. On utilise le modèle de réalisation de la variabilité afin de faire le lien entre les exigences des projets et les processus. En particulier, on l'utilise afin de définir les opérations à appliquer au modèle de processus de base pour en dériver un processus particulier en fonction des exigences des projets. Donc, dans le modèle de résolution, on va venir spécifier les exigences d'un projet particulier. Et dans notre cas, un modèle résolu, c'est un modèle de processus résolu, c'est-à-dire que c'est le modèle d'un processus particulier de la famille. Et donc, on verra un peu plus en détail par la suite qu'il est également possible de définir des modèles de processus qui ne sont que partiellement résolus, dans le cas où ici, on n'a qu'une résolution partielle de la variabilité, et donc on ne va appliquer qu'une partie des opérations définies dans le modèle de réalisation sur le modèle de base. Alors, je vais maintenant rentrer un petit peu plus en détail sur l'approche CVL4SP. Donc celle-ci, elle est constituée de deux phases principales. La première, c'est de définir une ligne de processus. Et la deuxième phase, c'est de dériver automatiquement un processus de cette ligne en fonction des exigences d'un projet. Donc là, concentrons-nous d'abord sur la première phase. La première étape, elle consiste à modéliser un processus de base. Alors là, c'est un expert processus ici qui est en charge de cette modélisation. Ou un expert processus, c'est une personne qui connaît les différents processus d'une famille et qui connaît leurs différents cas d'utilisation. Le modèle de processus de base, il est modélisé à l'aide d'un modeleur de processus. Donc ici, comme dans le cadre de cette thèse, on utilise le langage SPEM pour définir les processus, on utilise un modeleur SPEM. Et le résultat, bien entendu, c'est un modèle de processus de base. Alors, ici, voilà un exemple de modèle de processus de base où on réutilise notre exemple de processus de développement Java simplifié qui a été présenté au début. Et donc le modèle de processus de base, il comprend le processus d'une famille qui est le plus souvent utilisé,
et il comprend également des éléments de processus externes, c'est-à-dire que ce sont des éléments de processus qui vont servir à créer des variantes de ce processus-là. Alors, dans ce modèle de processus de base, quand il y a des éléments de processus qui sont communs à plusieurs processus, ils ne sont évidemment modélisés qu'une seule fois, afin de modéliser les choses en intention. Le processus le plus souvent utilisé, une manière par exemple de l'identifier, ce serait que ce soit un expert qualité qui soit en charge de son identification en se basant sur des bonnes pratiques et des retours d'expérience. Et enfin, donc dernière chose, il y a d'autres manières bien évidemment de modéliser le processus de base. Ici, pourquoi on a choisi de faire comme ça? C'est parce que ça permet d'expliciter au moins un des processus de la famille, qui plus est le processus le plus souvent utilisé. Alors, dans la deuxième étape, l'expert processus il vient spécifier la variabilité des exigences des projets. Donc pour ça, il utilise un modeleur de variabilité, donc dans notre cas un modeleur CVL, et le résultat c'est un modèle de variabilité. Ici par exemple, dans le modèle de variabilité, on spécifie qu'un projet de développement Java, il a une étape optionnelle de génération de code, mais par contre qu'il a obligatoirement un système de contrôle de version, et c'est soit Git, soit SVN. Dans la troisième étape, l'expert processus vient lier les exigences des projets au processus de développement logiciel dans un modèle de réalisation de la variabilité. Et donc là, il vient spécifier dans le modèle de réalisation de la variabilité les opérations à appliquer au modèle de processus de base en fonction des exigences des projets pour dériver un processus particulier. Ici, par exemple, donc on a un extrait de modèle de réalisation de la variabilité, là au tout début, au milieu, pardon. Et il spécifie que si on choisit d'avoir de la génération de code, alors dans le modèle de processus de base, la tâche de génération de code ici va venir s'insérer entre les tâches de spécification et de développement. Et si on choisit d'avoir l'outil Git comme système de contrôle de version, alors dans le modèle de processus de base, l'outil Git ici va venir remplacer l'outil SVN et l'outil SVN lui va être supprimé. Alors là maintenant on passe à la dérivation d'un processus de la ligne de processus. Et donc tout d'abord, dans la quatrième étape du processus, on a un utilisateur de la ligne de processus qui va venir résoudre la variabilité des exigences des projets. C'est-à-dire qu'il va venir spécifier quelles sont les exigences pour son projet à lui. Donc ici, le résultat, c'est un modèle de résolution. Là, par exemple, on choisit d'avoir un projet de développement Java avec génération de code et avec Git comme système de contrôle de version. Enfin, la dernière étape, ça consiste à dériver un processus du modèle de processus de base en fonction des exigences d'un projet qui ont été sélectionnées et puis en fonction des opérations qui sont définies dans le modèle de réalisation de la variabilité. Cette étape, elle est réalisée de manière... elle est réalisée de manière automatique à l'aide d'un moteur de dérivation. Et le résultat ici, c'est un modèle de processus résolu. Là, dans notre cas, avec les modèles qu'on a montrés précédemment, on obtient un processus de développement Java avec génération de code et avec l'outil Git comme système de contrôle de version. Alors, je vais maintenant m'intéresser à la dérivation d'un processus dont la variabilité n'est que partiellement résolue. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un modèle de résolution de la variabilité, ici, mais qui ne va pas apporter une résolution à toutes les spécifications de variabilité. Là, par exemple, on choisit d'avoir un projet de développement Java avec génération de code, avec un système de contrôle de version, donc ça c'est sélectionné automatiquement parce que c'est obligatoire, mais par contre, on ne dit pas si on souhaite avoir Git ou SVN.
Et donc ce qui va se passer, c'est que du coup, dans le modèle de réalisation de la variabilité, seules les opérations qui sont en lien avec des spécifications de variabilité résolues vont être appliquées au modèle de base. Et les autres, elles vont pas, celles qui sont en lien avec des spécifications de variabilité non résolues, ne sont pas appliquées au modèle de base. Là donc par exemple, on va avoir que la tâche de génération de code va bien être insérée entre les tâches de spécification et de développement, mais par contre au niveau ici des outils utilisés pour le contrôle de version, il ne va rien se passer. Donc avec cet exemple, on obtient le modèle de processus résolu suivant, qui est un processus avec génération de code et avec l'outil SVN comme système de contrôle de version. Donc là, c'est un modèle de processus qui est tout à fait valide, mais au moment de son exécution, il va quand même pouvoir y avoir des erreurs, parce que ce n'est pas forcément SVN qu'on utilise comme système de contrôle de version. Et donc, il est également possible d'obtenir un modèle de processus résolu qui est invalide, par exemple parce qu'on a un flow de contrôle qui pointe vers rien, qui ne pointe pas vers une tâche particulière. Voilà. Donc là, je vous ai présenté la partie réutilisation de processus. Et maintenant, je vais vous présenter la partie définition de composants d'automatisation. Donc pour cette partie, on propose une méthodologie qui s'appelle M4RAC, et ça veut dire Methodology for Reusable Automation Component. Le but de cette méthodologie, c'est d'améliorer l'identification de la variabilité d'un composant d'automatisation. Alors, on a vu au début que ça, c'était une information qui était nécessaire pour créer des composants d'automatisation qui soient réutilisables. Et c'est extrêmement important dans un contexte industriel parce que ça permet de gagner en productivité en réutilisant les composants d'automatisation. La vue générale de la méthodologie, elle consiste à lier chaque composant d'automatisation à toutes les unités de travail qu'il automatise dans une ligne de processus. De cette manière, ça permet d'expliciter les différents cas d'utilisation de chaque composant. Et ensuite, en réfléchissant à comment implémenter un composant de manière à ce qu'il soit réutilisable dans ces différents cas d'utilisation, on est à même d'identifier sa variabilité. Dans cette thèse, on utilise des modèles afin de faire ce lien. Et donc ici, c'est un extrait du métamodèle utilisé. Donc c'est une manière de faire, bien entendu. Une unité de travail automatisée, elle est définie en faisant une référence à l'unité de travail correspondante dans la ligne de processus, donc en particulier dans le modèle de processus de base. Et on spécifie à l'aide d'une condition, exprimée par exemple avec OCL, de quelle variante d'unité de travail il s'agit. Par exemple, si on référence la tâche de développement, on va spécifier avec la condition de variante si c'est le développement réalisé avec SVN ou le développement réalisé avec Git. Une unité de travail automatisée, elle est automatisée par une liste de composants d'automatisation. Et cette liste, elle vient automatiser l'initialisation, l'exécution ou la finalisation de l'unité de travail. Donc maintenant, illustration de M4RAC. Ici, on a un exemple de composant d'automatisation. Il s'agit d'un script PowerShell issu de Sodifrance qui permet d'automatiser la configuration de l'espace de travail local d'un développeur. Et là, ce script, il est dans l'état où il était avant application de notre méthodologie. En particulier, il y a une partie du script qui est dépendante de l'outil SVN. Maintenant, si on vient lier ce script à l'étape qu'il automatise, enfin aux différentes unités de travail qu'il automatise dans une ligne de processus, donc lui, il vient automatiser la tâche de développement, et cette tâche, elle peut être réalisée avec SVN ou avec Git. Le script, il a donc deux cas d'utilisation différents.
Et ça nous permet donc d'identifier que cette partie du script là qui dépend de SVN, elle peut varier. Et donc après, il est possible, par exemple, d'utiliser la modularisation afin de pouvoir réutiliser les autres parties du script indépendamment du système de contrôle de version utilisé. Je vais maintenant m'attaquer à la dernière partie de l'approche qui concerne l'exécution de processus. Donc là, vous l'avez compris, hein, l'exécution d'un processus, elle est automatisée grâce aux composants d'automatisation qui sont liés à ce processus. Et c'est en particulier le lien entre les composants d'automatisation et les unités de travail qui permet de savoir quand lancer un composant d'automatisation. En ce qui concerne l'exécution d'un processus qui a de la variabilité qui est non résolue. Ici, nous, ce qu'on propose, c'est de résoudre cette variabilité au fur et à mesure de l'exécution du processus. Alors, illustration. Ici, on a un processus avec de la variabilité non résolue. Alors, ce qu'on fait, c'est que pour chaque élément de processus à exécuter, on détecte si oui ou non, il y a de la variabilité non résolue qui est en lien avec cet élément de processus. Pour ça, comment on fait? On vérifie est-ce que cet élément de processus il est référencé par une opération du modèle de réalisation de la variabilité. Et si c'est le cas, on regarde si les spécifications de variabilité qui sont associées à cette opération, elles ont été résolues ou pas. Alors, quand il n'y a pas de variabilité non résolue qui est détectée, le processus il est exécuté normalement. Et lorsque de la variabilité non résolue est détectée, là, celle-ci elle est résolue et le processus il est automatiquement mis à jour en fonction de cette résolution de la variabilité. Et ensuite, l'exécution du processus elle continue normalement jusqu'à ce que de la variabilité non résolue soit à nouveau détectée. Voilà. Donc, je vais maintenant passer à la partie validation de notre approche que nous avons validée en l'appliquant à des exemples concrets de processus. Donc, tout d'abord, afin de pouvoir appliquer notre approche à des exemples, à des cas réels, nous avons développé un outillage qui supporte cette approche. Et cet outillage, il s'appelle T4VASP. Ça veut dire Tool for Variability Management and Automation of Software Processes. L'outillage, il est constitué de différents composants. On a déjà un éditeur de modèles de variabilité qui permet donc de créer des modèles de variabilité conformément à la spécification de CVL. De manière similaire, on a également un éditeur de modèles de réalisation de la variabilité. Nous avons également un modeleur de composants d'automatisation abstrait et de liaison. Alors lui, il permet de modéliser des composants d'automatisation abstrait. Ou un composant d'automatisation abstrait, qu'est-ce que c'est? C'est un composant conceptuel, c'est-à-dire qu'on va spécifier qu'un composant existe, on va spécifier ce qu'il automatise, mais on ne va pas rentrer dans les détails de conception et d'implémentation. Le modeleur, il permet également de lier les composants d'automatisation abstrait aux unités de travail qu'ils automatisent dans la ligne de processus, et il permet également de les lier à leur implémentation. On propose également un framework support à l'implémentation des composants d'automatisation. Alors là, ce framework, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc déjà, il permet d'exécuter les composants d'automatisation de manière générique. C'est-à-dire qu'on a potentiellement un nombre infini de composants d'automatisation, et ce qu'on veut, c'est pouvoir tous les exécuter de la même manière, quels qu'ils soient. Ce framework, il permet également aux composants d'automatisation d'avoir un accès aux informations contextuelles dont ils ont besoin pour s'exécuter. Par exemple, un composant d'automatisation qui met du code source sous contrôle de version, il aura besoin de connaître l'URL du dépôt sur lequel partager le code source. Et donc là, l'URL du dépôt, c'est un exemple d'information contextuelle. Nous
proposons également un assistant à la résolution de la variabilité. Alors lui, son but, c'est d'apporter un support à la résolution de la variabilité, en assurant notamment que la spécification de CVL elle est bien respectée, ou que par exemple les différentes contraintes entre les spécifications de variabilité, elles sont bien respectées. Et en sortie, il produit un modèle de résolution. On propose également un moteur de dérivation, CVL. Donc lui, il permet de dériver un modèle de processus résolu d'un modèle de processus de base en fonction des exigences d'un projet et des opérations qui sont spécifiées dans un modèle de réalisation de la variabilité. Enfin, on a un interpréteur de processus. Lui, il permet d'exécuter un processus. Pendant l'exécution d'un processus, il va lancer les composants d'automatisation qui sont liés aux différentes unités de travail afin d'automatiser l'exécution. Et il va également permettre de résoudre la variabilité non résolue. Donc, en résumé, T4VASP, c'est 7 composants qui ont été développés en Java sous la forme de plugins Eclipse. Nous avons utilisé le framework EMF, l'Eclipse Modeling Framework, afin de générer les éditeurs de modèles. Et T4VASP, ça représente 4000 lignes de code qui ont été produites manuellement, c'est-à-dire en plus des lignes de code qui sont générées automatiquement par EMF. Notre approche, afin d'être validée, a été appliquée à 2 cas d'application. Le premier, il s'agit d'une famille de processus de métamodélisation issus de l'équipe diverse. Donc ici, on a potentiellement 128 processus et nous avons développé 10 composants d'automatisation. Alors, ces composants, ils permettent par exemple d'automatiser la validation d'un métamodèle ICOR, la génération d'un éditeur arborescent. Ils permettent également d'automatiser la création et l'initialisation de projets car méta, d'interpréteurs, de checkers et de compilateurs. Et ils permettent également de faire de la mise sous contrôle de version. Le deuxième cas d'application, c'est une famille de processus de développement web Java issus de Sodifrance. Dans ce cas, on a potentiellement 512 processus et nous avons développé 9 composants d'automatisation. Et ces composants, ils permettent par exemple d'installer les plugins WTP et Subclipse dans l'environnement Eclipse, de redémarrer Eclipse, de créer et de configurer un nouveau serveur Tomcat et de faire de la mise sous contrôle de version, etc. Au niveau des résultats observés, donc notre approche a contribué à l'automatisation de l'utilisation de 7 outils. Nous avons également observé que la modélisation d'une famille de processus en utilisant CVL4SP était plus économique en termes de nombre d'éléments à modéliser que la modélisation en extension. Donc ça, c'est un résultat qui peut être généralisé, parce que plus on va avoir de processus, plus ces processus ils vont partager des parties communes, plus la modélisation en intention elle va être plus économique en termes de nombre d'éléments à modéliser que la modélisation en extension. Ça nous a également permis d'observer que notre approche permettait de réduire l'occurrence des erreurs humaines. Alors là, typiquement, quand on est sous l'environnement de développement Eclipse et qu'on utilise le plugin Subclipse pour mettre un projet sous contrôle de version, par défaut, Subclipse, il va mettre sous contrôle de version toutes les ressources du projet, c'est-à-dire tous les fichiers, tous les dossiers. Et après, quand on propage ces ressources sur un dépôt partagé, toutes les ressources sont envoyées sur le dépôt partagé. Or, on n'a pas forcément envie de suivre toutes les ressources sous contrôle de version, et dans ce cas-là, elles vont venir en plus prendre de la place inutilement sur le dépôt partagé. Typiquement, les binaires, on ne veut pas les suivre en contrôle de version. Et avec Subclipse, pour faire ça, il faut explicitement lui dire telle et telle ressource, tu ne les mets pas en contrôle de version. Et moi, la première, quand je vais vite, j'oublie de le faire, j'envoie les binaires sur le dépôt partagé, et après, je suis obligée de corriger mon erreur, etc. Et donc là, grâce à l'automatisation, au moins, ça permet d'éviter ce genre d'erreur. Enfin, la dernière chose qu'on a observée, c'est qu'on a des composants d'automatisation qui sont communs
à différentes familles de processus, typiquement les composants qui sont liés au contrôle de version. Et là, dans ce cas-là, il faudrait investiguer l'utilisation de M4AC afin de pouvoir créer des composants d'automatisation qui soient réutilisables non plus uniquement au sein d'une même famille, mais à travers des familles de processus différentes. Donc en conclusion, l'approche que nous avons présentée pilote l'automatisation des tâches manuelles récurrentes par les processus de développement logiciel. Dans cette approche, on fait le lien entre les processus et les composants d'automatisation. Et ce lien, il nous permet de savoir quels composants d'automatisation réutiliser pour un projet. Donc là, à condition bien sûr de savoir quel processus réutiliser pour un projet. Pour ça, on propose donc notre approche CVL4SP qui permet de réutiliser automatiquement et en fonction des exigences des projets, des processus qui sont définis en intention. Et l'approche, elle est indépendante du formalisme utilisé pour définir ces processus. Le lien nous permet également d'identifier les différents contextes d'utilisation de chaque composant d'automatisation. Et dans M4AC, on utilise cette information afin de créer des composants d'automatisation qui soient réutilisables dans leurs différents cas d'utilisation. Enfin, le lien nous permet de savoir à quel moment d'un projet exécuter un composant d'automatisation. Notre approche permet également d'intégrer réutilisation et automatisation des processus, et ce parce qu'elle permet d'exécuter des processus dont la variabilité n'est que partiellement résolue. Nous avons développé donc un outillage, un support à cette approche, T4VASP, et l'approche a été validée en l'appliquant à 2 cas, une famille de processus de métamodélisation de diverses et une famille de processus de développement web Java issus de Sodifrance. Au niveau des perspectives, donc tout d'abord actuellement T4VASP ne fonctionne que dans un environnement local. Or les projets de développement ils sont souvent réalisés de façon collaborative dans des environnements distribués. Donc afin de pouvoir prendre en compte ce type d'environnement, il faudrait faire évoluer T4VASP vers une application du type Software as a Service. Autre point, actuellement avec CVL, il est possible de dériver des modèles de processus résolus qui sont invalides, alors que tous les modèles en amont ils sont valides. Le modèle de variabilité, de résolution de la variabilité, le modèle de base et le modèle de réalisation de la variabilité. Donc, dans cette thèse, on a identifié les types d'erreurs qu'on pouvait rencontrer dans le modèle de processus résolu et on propose des solutions afin d'éviter ces erreurs. Et pour aller un peu plus loin, il y a notamment les travaux de thèse de Bosco Ferreira Filo dans l'équipe diverse qui lui s'intéresse à assurer la validité des modèles résolus mais quel que soit le domaine, pas forcément dans le domaine des processus. Un autre point, ce serait d'assurer la cohérence des modèles de composants d'automatisation abstraits et de liaison. Alors là, ce qui nous intéresserait, ce serait de vérifier les préconditions et post-conditions des différents composants d'automatisation afin de s'assurer que l'ordre d'exécution des différents composants d'automatisation il est bien cohérent. Je vais pour ma part continuer à travailler sur des problématiques d'industrialisation des processus au sein de Sopra Group, une société de services en informatique qui est aussi éditeur de logiciels et qui se règne à un pôle d'expertise dans les domaines des télécoms, des médias et de la défense. Et donc ça va constituer des cas d'application supplémentaires de notre approche. Un autre point, c'est l'adaptation d'un processus en cours d'exécution suite à des changements au niveau de son environnement d'exécution. Par exemple, des changements au niveau des exigences. Là, ce qu'on voudrait pouvoir faire suite à un changement, c'est adapter automatiquement un modèle de processus et adapter également automatiquement tous les artefacts logiciels qui auront déjà été produits. Donc sur ce point, une piste
ce serait de réutiliser les travaux de Brice-Morin et de François Fouquet. Les travaux de Brice-Morin qui permettent de reconfigurer automatiquement des modèles en réponse à des changements au niveau de leur environnement d'exécution. Et les travaux de François Fouquet qui permettent quant à eux de reconfigurer automatiquement des artefacts logiciels à partir de modèles. Enfin, un dernier point, c'est le besoin de déviation vis-à-vis d'un processus en cours d'exécution. Pendant l'exécution d'un processus, il peut y avoir des activités plus opportunes qui impliquent de devoir dévier du processus en cours d'exécution. Et donc là, le problème, ça va être en particulier comment dévier d'un processus en continuant à utiliser les parties de ce processus qui restent pertinentes pour un projet. Et comment s'assurer également que ces déviations, elles ne vont pas engendrer des erreurs après dans la suite du projet. Donc là, ici, peut-être une petite précision, parce que la déviation, ça peut être vu comme une forme d'adaptation. Donc ici, ce qu'on entend par adaptation, c'est vraiment que le modèle de processus va être adapté, mais par contre, après, on va bien continuer pendant l'exécution à coller à ce modèle de processus. Avec la déviation, là, ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'on va vraiment venir se désolidariser au moment de l'exécution du modèle de processus. Et donc, en ce qui concerne la déviation, on pourrait notamment réutiliser les travaux de Reda Bendraou, Bernard Coulette, Marie-Pierre Gervais, Xavier Blanc, qui permettent notamment de détecter et de gérer ces déviations. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant laisser la parole au jury pour les questions. Merci beaucoup de cette présentation.